Donc nous avons à nos côtés Françoise Labrousse, je vais faire dans l'ordre des sièges. Françoise Labrousse qui est associée chez Jones Day en droit de l'environnement, qui co-dirige la pratique mondiale activités réglementaires et droit de l'environnement, qui intervient en toute matière, en conseil en contentieux, en droit de l'environnement, sur des sujets d'environnement, de santé, de sécurité, d'énergie, effectivement, je le confirme, en droit français, européen et international, et qui a une expérience en matière de biodiversité et de changement climatique. Denis Couvet, qui est à ses côtés, est professeur au Muséum. Il est président de la Fondation de recherche pour la biodiversité, professeur associé à Sciences Po et à l'Université de Lausanne, membre de l'Académie d'agriculture. Et ses recherches et enseignements portent sur les relations biodiversité et société. On va en parler d'ailleurs, sur la pertinence et les enjeux associés aux notions de biodiversité ordinaire et d'intégrité des écosystèmes, d'agroécologie et de solutions fondées sur la nature et de compatibilité environnementale. Et enfin, à ses côtés, Sabine Roux-Bézieux, qui est la présidente de la Fondation de la mer. Donc, on va embarquer avec elle, vous allez voir, créée en 2015 par le Monde Maritime pour contribuer à mieux connaître et protéger l'océan, qui est peut-être le dernier angle mort, qui n'est plus maintenant tout à fait, mais qui était le dernier angle mort probablement des enjeux de climat et de biodiversité. Donc, ça va être intéressant aussi de commencer notre plénière par cette thématique en réalité. Sabine, elle est chef d'entreprise, vice-présidente de la Commission des affaires européennes et internationales au CESE, au Conseil économique, social et environnemental. Merci à vous trois. Alors, ce qu'on va aborder aujourd'hui, moi, je n'ai qu'une introduction à faire et puis ensuite je pose des questions, j'ai le rôle facile. Ce qu'on va aborder aujourd'hui, pour nous juristes, moi, ce que je perçois, tant dans ma pratique et je dirais que dans la réflexion qu'on peut mener, c'est qu'il y a une forme de transversalité incroyable des thématiques juridiques qu'on aborde au travers des sujets climatiques et de biodiversité, de droit public, de droit privé, des sujets de gouvernance, de société, de transparence, c'est au cœur des enjeux ESG, des enjeux de contentieux, évidemment, on l'a dit, des nouveaux sujets de normativité. Est-ce que le droit international s'applique aux entreprises? Est-ce que l'accord de Paris, un des grands débats du moment, est-ce que l'accord de Paris, qui en principe en droit classique s'applique aux États, est-ce qu'il s'applique aussi aux acteurs privés, aux entreprises? C'est l'objet de contentieux en ce moment même. Donc ça pose des questions juridiques fascinantes, parfois un peu inquiétantes, il faut être honnête aussi, puisque c'est assez imprévisible. Et j'étais à une autre conférence il y a quelque temps où une professeure, Judith Rochefeld, parlait de laboratoire d'innovation juridique. Donc on est, alors ça fait très peur, hein, l'innovation juridique, quand on est directeur juridique, c'est pas ce qu'on aime entendre. C'est intéressant intellectuellement, mais c'est pas ce qu'on aime entendre. Mais on est dans ce monde-là. Et par ailleurs, ces enjeux supposent que les juristes que nous sommes, ils appréhendent des connaissances qui ne sont pas juridiques, qui sont proprement scientifiques. Alors là, on est vraiment dans des terrains incognita par rapport aux formations qu'on a reçues à l'université. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a des connaissances scientifiques que l'on se doit d'avoir. J'ai beaucoup progressé sur les enjeux évidemment d'énergie et de climat, du fait de l'entreprise dans laquelle je travaille. Et je crois qu'on est tous confrontés à la nécessité, qui est aussi un plaisir intellectuel, de comprendre des enjeux qui sont vraiment des sciences dures et des sciences sociales aussi. Donc mon introduction est déjà trop longue et nous allons embarquer pour la première question vers les océans. Je disais que c'était un petit peu les océans, peut-être le dernier angle mort historiquement de ces sujets-là. Et donc je voulais vous demander à vous, Sabine, ce que vous pouvez nous dire sur le rôle des océans en matière climatique et de biodiversité, et peut-être aussi nous dire un mot de l'état des océans aujourd'hui. Merci de m'inviter. Je ne sais pas si Montesquieu était un grand marin. Je crois qu'il c'était certainement un grand écrivain et un grand juriste. Je ne crois pas qu'il allait beaucoup en mer. En tout cas, je vois que le cercle Montesquieu a choisi comme fond de son après-midi ou sa journée un fond bleu-vert qui réconcilie les terriens et les marins. Donc, merci beaucoup au cercle Montesquieu. Alors, je vais vous parler d'océan, évidemment. Peut-être un tout petit peu d'histoire. 1988, création du GIEC. Donc le groupement sur le climat qu'on connaît tous aujourd'hui avec leur rapport auquel malheureusement on s'habitue. Donc ça c'est un vrai sujet, en tout cas le rapport sur le climat. 1992, vous vous en souvenez aussi, la conférence de Rio, 178 pays qui étaient là, conférence de l'ONU, qui ont signé une déclaration et dans laquelle pour la première fois a été donnée une définition au concept de développement durable. 1995, donc 3 ans plus tard, la première COP, la COP 1 à Berlin. Et il a fallu 20 ans pour que la COP 21 parle enfin d'océan. 2015 à Paris, vous vous en souvenez, moment historique pour notre pays, mais un moment historique pour l'océan aussi parce que on a mis 20 ans pour comprendre que quand on voulait s'intéresser au climat, il fallait s'intéresser à l'océan. L'océan, c'est le régulateur du climat. La moitié de l'oxygène qui est émis sur la planète provient de l'océan, beaucoup plus que toutes les forêts réunies sur la Terre. Un tiers du CO2 qui est émis par l'activité humaine ou par l'activité en général
est absorbé par l'océan à travers le phytoplancton. 90% de l'excès de chaleur qui a été émis par nos activités humaines, là je parle uniquement des activités humaines, depuis le début de la révolution industrielle, a été absorbé par l'océan. Donc tout ça mis ensemble, le CO2, la chaleur, conduit à une augmentation de la température de l'océan. Et donc conduit à l'augmentation aussi de phénomènes climatiques extrêmes. Et si on n'avait pas l'océan, d'abord, il n'y aurait pas de vie sur Terre, mais s'il n'y avait pas ce phénomène de réchauffement de l'océan, on n'aurait pas les phénomènes climatiques extrêmes qui inquiètent les populations, qui inquiètent les assureurs, qui doivent inquiéter aussi sûrement les juristes. Donc l'océan, c'est le régulateur du climat. Et c'est important aussi pour nous comme humains sur la planète, parce qu'il y a des zones qui deviennent invivables sur Terre, mais aussi sur le littoral. Il y a 300 millions de personnes qui vivent directement de la mer et il y a des centaines de millions d'humains qui vivent en bordure du littoral. Je crois que le chiffre, c'est de 60% de la population mondiale qui vit à moins de 100 km de la Terre, d'une mer. Donc 60% de la population mondiale qui vit à moins de 100 km de la Terre. Donc on a beau être des terriens, on vit de ces échanges avec l'océan. Donc sa bonne santé a un impact sur nous. Or, l'océan est en mauvaise santé. Il y a aujourd'hui sur la planète 400 zones qu'on appelle hypoxie, c'est-à-dire dans lesquelles il n'y a plus d'oxygène. C'est des zones mortes. C'est des zones mortes. Elles sont mortes parce qu'il y a eu très souvent à cause d'une pollution tellurique, c'est-à-dire une pollution qui est venue de la Terre, qui s'est déversée dans l'océan. Vous le connaissez, les lois, le mercure, les nitrates, les phosphates, etc. Qui sont déversés dans l'océan et qui ont tué la vie dans l'océan. Et puis des endroits dans lesquels il y a une concentration de CO2 extrême qui fait qu'il n'y a plus d'acidification telle qu'il n'y a plus d'oxygène. Donc 400 zones d'écosystèmes côtiers, c'est côtier, c'est pas en haute mer, d'écosystèmes côtiers qui sont appelés des zones mortes. Donc si on ne veut pas que l'océan dans son ensemble devienne une mer morte, il faut agir. Et agir sur le climat permet d'agir sur l'océan. Donc ça, je vous ai parlé de climat. La deuxième partie de l'océan, qui est presque encore plus inconnue que la partie de lien entre l'océan et le climat, c'est l'océan et la biodiversité. L'océan, c'est 97% de l'eau sur Terre. Les eaux douces, c'est seulement 3%, d'où sa préciosité au passage. Et c'est un espace en 3D dans lequel la vie se déploie sur 3800 mètres en moyenne de hauteur. La hauteur moyenne de la Terre, c'est 200 mètres. La profondeur moyenne des océans, 3800 mètres. Donc la vie se déploie sur 3800 mètres de hauteur sur 350 millions de kilomètres carrés. C'est bien ça, Denis? 350 millions de kilomètres carrés, grosso modo, à 10 millions de kilomètres carrés près, sur la planète. 70% de la surface de la planète, c'est l'océan. Et donc, c'est là que se déploie la vie, c'est là d'où nous sommes venus. La vie est venue sur Terre dans l'océan. Et la vie aujourd'hui dans l'océan est menacée. Alors, quelques chiffres. On dit que plus de 55% de la haute mer, c'est-à-dire les espaces de l'océan au-delà, alors je reviendrai dessus tout à l'heure, mais des zones économiques exclusives, sont déjà pêchés, exploités. C'est-à-dire que l'homme, et la femme, avec les technologies, exploite déjà plus de la moitié de la surface de l'océan sur la planète. En termes de biodiversité, on connaît les chiffres, mais vous les connaissez probablement. Un tiers des récifs coralliens est aujourd'hui menacé d'extinction. Je rappelle que les coraux sont des animaux et non pas des pierres colorées. Donc un tiers menacé d'extinction. Je vois l'approbation à ma gauche. On a à notre conseil scientifique une des spécialistes des coraux qui est au Muséum national d'histoire naturelle également. On dit la même chose des mammifères marins, des requins et espèces associées, donc un tiers menacé d'extinction. S'ajoute à ça la pêche illégale. On pense qu'il y a à peu près un tiers des prises de poissons dans le monde qui proviennent de la pêche illégale, illicite ou non déclarée. Alors, nous, en France, en Europe, c'est à peu près contrôlé. On a, de par la loi, les obligations d'afficher l'origine des poissons et la méthode de pêche. Donc, je vous encourage à aller regarder la petite appli Mr. Goodfish pour savoir quels poissons on consomme en quelle saison.
et d'éviter tout ce qui est chalutage profond. Donc j'en profite de faire une petite page de pub au passage pour des outils utiles sur la consommation individuelle. On parlait tout à l'heure le thème de cette table ronde, c'est la responsabilité. Donc consommer bien du poisson. Voilà. Donc l'océan est en mauvaise santé par essentiellement nos activités humaines, tout ce qu'on peut rejeter dans l'air, dans les sols, parce que tout s'écoule à travers les bassins versants, dans les rivières, les fleuves et dans l'océan. 80% de la pollution qu'on retrouve en mer vient de l'océan, vient de la terre. Donc, si on veut agir, il faut agir à terre. En mer, c'est beaucoup trop tard. Voilà. Et puis tout le mauvais état de l'océan, peut-être pour conclure, ça a un impact sur la santé humaine important. Ça a un impact sur l'économie, parce qu'il y a des centaines de millions de personnes qui vivent d'un océan en bonne santé. Et donc, il faut s'en occuper. Merci beaucoup Sabine. Je vais me tourner vers Denis maintenant. Denis, est-ce que vous pourriez nous dire comment les pouvoirs publics, les États, la communauté internationale se sont organisés pour encadrer juridiquement la biodiversité et la protection de la biodiversité? Bien. Alors oui, effectivement, donc biodiversité. Alors le sommet de la Terre à Rio, Sabine l'a rappelé, effectivement en 92. En fait, il y a 3 conventions qui sont signées. Il y a la convention sur le climat, la convention sur la désertification, et donc il y a une convention sur la diversité biologique. Donc c'est le début, on peut dire, en 92. Et je dirais, je vais m'exprimer de manière un peu schématique et provocatrice parce que ça permet plus facilement de faire passer les idées, qu'on a vraiment la tentative d'une gouvernance mondiale inclusive parce que cette convention, en fait, elle va très loin. Je dirais qu'elle va plus loin que la convention climat parce qu'elle fixe 3 objectifs. Alors 3 objectifs. Le premier objectif, on peut dire 3 piliers d'ailleurs. Le premier, c'est celui que tout le monde connaît, les médias, le grand public, c'est la conservation de la diversité biologique, et notamment les espèces qui seront menacées, avec l'idée de créer notamment des espaces naturels, de créer des espaces protégés, notamment autour de ce qu'on appelle les espaces naturels, qui sont des espaces peu anthropisés, avec l'ambition actuellement d'avoir 50% d'espaces protégés à l'échelle de la planète, et je reviendrai sur le problème que ça pose. Voilà, avec cette idée que cette biodiversité, elle est fondamentale. Ce sont des options à l'avenir, en l'occurrence, pour l'ensemble de nos politiques, qu'ils soient agricoles, industrielles. La biodiversité est une source pour l'ensemble de ces activités. Voilà, donc ça c'est le premier pilier, qui est le plus charismatique aussi, qui permet d'attirer, parce que clairement les espèces menacées, les lions, les rhinocéros, permettent aussi d'attirer l'attention du public sur l'importance de la biodiversité. Mais il ne faut pas oublier que le deuxième pilier, le deuxième objectif de cette convention en 92, qui est l'utilisation durable des éléments de la diversité biologique. Donc ça, c'est un objectif qui est notamment demandé par les pays du Sud, qui représentent grosso modo 80% de l'humanité, et qui explique que conservation et utilisation ne peuvent pas être distingués. Et là, ça concerne notamment l'agriculture. L'agriculture, vous savez peut-être que la situation n'est pas rose, c'est-à-dire qu'on a effondrement actuellement des oiseaux et des insectes communs, particulièrement dans les espaces agricoles. Ça veut dire que la durabilité de notre alimentation est remise en cause. Donc la biodiversité, c'est la fertilité des sols, c'est la pollinisation, c'est en partie la régulation du climat, c'est-à-dire que ça n'est pas que les océans, les forêts, notamment les forêts tropicales. Les zones humides sont des écosystèmes, sont des systèmes qui sont fondamentaux pour la régulation du climat. Vous savez peut-être qu'en Amazonie, la déforestation remet en cause en fait la régulation locale du climat et remet en cause en fait la durabilité de l'agriculture brésilienne. Donc là, en l'occurrence, ils sont en train en fait de saper les bases sur lesquelles est appuyé l'agro-business brésilien. Donc il y a vraiment des enjeux qui sont fondamentaux pour les humains derrière cette utilisation durable de ces éléments. Voilà, donc ça c'est le deuxième pilier. Et puis le troisième pilier, donc là c'est l'accès et partage des avantages issus de l'utilisation des ressources génétiques. Donc là, ça résulte d'un bras de fer entre les pays du Nord et du Sud en 92, parce que ce que constatent les pays du Sud en 92, c'est que finalement, les pays du Nord sont très efficaces dans l'utilisation des ressources génétiques et que finalement, les retombées sont relativement faibles pour les pays du Sud. Voilà, alors 30 ans après, ce que l'on peut constater, c'est qu'on n'a quasiment pas avancé sur ce troisième objectif, l'accès et le partage des avantages, et que les pays du Sud en font maintenant une condition extrêmement importante dans l'avancée en fait, de cette convention sur la diversité biologique.
Alors, donc il y a des COP, il y a des conférences des parties pour la biodiversité comme pour le climat. Alors, de manière assez d'ailleurs curieuse, donc la COP 15 pour le climat était fondamentale, c'est l'accord de Paris 2015. Et là maintenant, on va voir la COP 15 aussi pour la biodiversité, qui normalement devait se réunir en 2020 en Chine, mais à cause du Covid, eh bien, elle est reportée. On espère qu'elle aura lieu à la fin de l'année, mais il semblerait qu'il y ait à nouveau des problèmes pour des raisons que vous connaissez. Et donc, dans cette COP 15, donc, elle doit renouveler les objectifs. Surtout, elle est importante parce qu'elle doit fixer des objectifs pour 2050, avec l'idée d'essayer de vivre en harmonie avec la nature. C'est le slogan de cette convention, vivre en harmonie avec la nature en 2050. Donc vivre en harmonie, ça veut dire dans les espaces naturels, dans l'ensemble des espaces, les espaces agricoles et aussi dans les villes. C'est-à-dire que la place de la nature dans les villes, évidemment, elle est importante, on le sait de plus en plus. C'est en termes de qualité de vie des urbains. Il y a aussi des enjeux de santé. En l'occurrence, on sait maintenant que la santé des urbains est directement corrélée à la présence et de manière positive à la biodiversité dans la ville. Alors évidemment, quand on pense biodiversité dans la ville, on pense aux moustiques notamment, mais derrière les moustiques, il y a aussi les espèces qui contrôlent les moustiques. Donc il y a aussi des réseaux écologiques, la viabilité des réseaux écologiques dans les villes est un enjeu qui est fondamental. Voilà. Donc par rapport à ça, ce qui est assez curieux, c'est qu'en fait sur ce troisième objectif, donc accès, partage des avantages, finalement, les Pays du Nord est assez peu proactif. Donc actuellement, il y a une proposition d'une espèce de taxe Tobin, donc qui peut vous concerner, qui est l'idée que d'avoir un prélèvement sur l'ensemble des activités agricoles et des pharmacologiques, qui sont en fait des activités qui prélèvent directement sur la biodiversité et qui permettraient de reverser des moyens vers les pays du Sud de manière à préserver leur biodiversité. Donc un accord Nord-Sud qui pourrait être assez révolutionnaire. Voilà, l'autre avancée qui risque d'arriver avec cette COP 15, il y a cette idée d'intégrité des écosystèmes, c'est-à-dire que jusqu'à présent, la préservation de la biodiversité a tourné surtout autour des espèces menacées. Et donc là, on change de niveau d'organisation, comment dire, écologique, on parle d'écosystèmes. Et donc, on va essayer. Alors, derrière cela, on met en valeur en fait les fonctions écologiques. Oui, je vous parlais tout à l'heure de fertilité des sols, de pollinisation, de régulation du climat. Donc, ça, c'est des fonctions écologiques. Donc, de raisonner à l'échelle de l'écosystème. Ça veut dire notamment en agriculture. Donc, avoir une espèce de cahier des charges. Donc, qui concernerait. Donc, il pourrait y avoir une responsabilité écologique, en l'occurrence, de l'ensemble des acteurs dans le respect de l'intégrité des écosystèmes. Alors, il y a des critères scientifiques qui sont en train d'avancer autour de cette intégrité. Donc, pour résumer, dire qu'il y a déjà un certain nombre de textes qui existent actuellement de responsabilité vis-à-vis des espèces menacées. Vous savez peut-être, vous le savez sans doute mieux que moi, qu'en l'occurrence, il y a des responsabilités juridiques en ce qui concerne le respect des espèces menacées, mais il va y avoir sans doute, et qui parfois est un peu critiqué parce que la liste des espèces menacées parfois déterminée de manière un peu arbitraire. Voilà, et puis les enjeux ne sont pas toujours évidents. Est-ce qu'une espèce menacée est vraiment importante pour le devenir des humains ? Et là, derrière l'intégrité des écosystèmes, on va toucher vers des enjeux qui sont beaucoup plus compréhensibles et qui sont évidents, aussi bien sur le plan économique, politique et social. Donc ça veut dire sans doute une nouvelle responsabilité écologique et qui va se présenter de manière différente. Alors je ne voudrais pas opposer non plus écosystème et espèces, les deux vont ensemble. Notamment, ce que l'on commence à montrer dans l'intégrité des écosystèmes, c'est que les espèces qui sont originales sur le plan fonctionnel sont très importantes. Donc des espèces menacées originales sur le plan des fonctions écologiques qu'elles exercent sont tout à fait essentielles dans l'intégrité des écosystèmes. Merci beaucoup, Denis. Alors, vous avez vu, on fait intervenir nos experts en fait sur des questions juridiques, mais on va venir à Françoise après. Mais j'ai donc encore une question très juridique finalement pour Sabine. Parce qu'on va rester un petit peu dans cette tendance où on inverse les rôles. Sabine, dans le cadre des échanges de préparation que nous avons eus, vous m'avez cité Grossus, ça m'a un peu interpellé. Donc, on est convenu que je vous pose une question, et c'est vous qui avez la réponse, sur l'histoire et la teneur aujourd'hui du droit de la mer, puisque c'est un droit qui n'est pas nouveau. Voilà, j'ai cité Grossus, et donc j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu quelle est sa teneur et quelle est son histoire. Alors effectivement, il y a le droit de la mer, je vais vous en parler, ça me passionne complètement, même si je ne suis pas maritimiste. Mais il y a un Dalloz maritime qui s'appelle les droits maritimes, il y a des S dessus et il y a 15 catégories de droits. Je pense qu'on pourra en rajouter plein d'autres, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc Grossus, vous connaissez peut-être, non? Grossus, vous dit quelque chose? Oui, je vois que certains, oui, non. Grossus, 1609, c'est un néerlandais, il a écrit un livre qui s'appelle De Mare Liberum. Comme vous êtes tous des latinistes, vous savez que ça veut dire la liberté des mers.
C'était à une époque où c'était un siècle après le traité de Tordesillas, dans lequel le pape avait réparti le monde sur un méridien, je ne sais plus lequel, qui en gros donnait la moitié du monde aux Espagnols et l'autre moitié aux Portugais, qui avaient commencé à découvrir l'Amérique. Et donc c'est comme ça que le Brésil est portugais et que le reste de l'Amérique latine est espagnol, enfin hispanophone, et lusitophone, quelque chose comme ça. Et les Anglais, évidemment, les rois du commerce, ça leur allait pas du tout que le pape décide de la répartition du monde. Donc, ils se sont engagés sur les mers et ils ont eu la maîtrise des mers parce qu'ils ont un adage qui dit qui est à la maîtrise des mers, à la maîtrise du commerce, et qui est à la maîtrise du commerce mondial, à la maîtrise du monde. Et donc, eux, leur logique, c'était de dire OK, vous prenez les territoires, mais nous, on a le commerce et c'est nous qui tenons les mers. Le Grotius, juriste éminent, lui disait non, la mer appartient à tout le monde. Et il a publié, ça c'était l'objet d'une controverse très longue, il a publié cet ouvrage sur la liberté des mers, qui est resté aujourd'hui la colonne vertébrale du droit de la mer. Alors, ça a été formalisé en 1958 dans une convention à Genève, et puis définitivement en 1982 à Montego Bay, en Jamaïque, où a été signée cette fameuse convention sur le droit de la mer, qui a permis à la France de gagner la plus grande bataille navale qu'elle ait jamais livrée, sans perdre un seul marin, un seul soldat, puisque nous avons récupéré au passage de la convention de Montego Bay plus de 10 millions de kilomètres carrés d'espace maritime, soit 20 fois la superficie de la France métropolitaine. Donc aujourd'hui, la France, c'est pas 550 000 km² comme vous avez tous appris à l'école, c'est pas loin de 11 millions de km². Alors, dans cet espace maritime, c'est absolument passionnant. Il y a, alors, au départ, Crosus, il disait finalement, appartient au pays ce qui est à la portée d'un boulet de canon. Donc, c'est 3000 nautiques, 5 km, parce qu'à l'époque, les canons avaient à peu près cette portée. En 1982, quand la convention de Montego Bay a été signée, on avait fait un peu des progrès. Donc, on a défini d'autres limites. C'est 12 000 nautiques pour la mer territoriale, et après encore 12 000 nautiques pour la mer contiguë. Et puis après, ça va jusqu'à 200 000 nautiques pour ce qu'on appelle la ZE, la zone économique exclusive. Donc, tous ceux qui ont des enfants qui sont à l'école aujourd'hui ou qui sont sortis du lycée dans les 5 dernières années, vous pouvez leur demander, c'est au programme scolaire, ça a été une des missions de la Fondation de la mer, c'était de faire en sorte qu'on apprenne cette histoire maritime à nos jeunes, qui comprennent qu'on était un pays maritime, qu'on n'est pas un hexagone, on est un archipel, parce que 97% de cet espace maritime se trouve outre-mer. Donc la puissance maritime de la France, elle existe grâce à nos outre-mer, la Polynésie, les Kerguelen, Saint-Pierre-et-Miquelon, un peu la Guyane. Voilà. Je dis un peu parce qu'ils ont un peu moins d'espace maritime que la Polynésie. Et alors, au-delà de ces 200 000 nautiques de zone économique exclusive, on a aussi gagné il y a 2 ans 500 000 km² de plus sur l'extension du plateau continental. C'est-à-dire qu'on a pris des géologues qui ont prouvé que le plateau continental, à partir des terres françaises, continuait avant de descendre dans les grands fonds. Et donc, on a déposé un dossier à l'ONU et on a récupéré 500 000 km² de plus. Et il y a des dossiers qui sont en cours pour essayer de récupérer encore des kilomètres carrés. Alors, c'est important parce que, en fait, on a la souveraineté, les droits économiques sur ces espaces. Alors, au-delà de ces 11 millions de ces ZE, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a la haute mer. Et c'est défini par la Convention de Montego Bay. Ça représente 64% de la surface de la planète. Donc, en fait, on peut se dire qu'on est une planète bleue dans laquelle la liberté règne. Il y a un certain nombre de règles, des choses qui sont interdites, mais finalement, pas tant de choses que ça qui sont interdites. Il y a le trafic d'êtres humains, par exemple. Il y a les émissions radiophoniques illicites. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais c'était en 1982. Ça doit être l'époque des radios libres. En revanche, la pêche est assez peu, rentre pas dans la convention de Montego Bay, c'est géré par des organisations régionales de pêche, plus ou moins bien. Ce que évoquait tout à l'heure Denis Couvet sur le partage des avantages et les ressources biologiques, ça fait l'objet d'une discussion en ce moment à l'ONU qui s'appelle BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction. C'est la seule convention qui est en cours de négociation à l'ONU, qui justement vise à traiter le statut des ressources biologiques qu'on va trouver en haute mer.
Et voilà, donc le sujet est intéressant parce que d'un point de vue philosophique, c'est de se dire on a cet espace dont on dépend tous pour notre survie, qui est un espace commun que nous devons apprendre à gérer ensemble. Et puis je vous parlerai un autre jour des grands fonds marins, parce que je pourrais tenir dessus encore une demi-heure. Alors, inévitablement, lorsqu'on parle de droit et de responsabilité dans les deux sens du terme, dans le sens de redevabilité et puis dans le sens de responsabilité juridique, on finit par parler de contentieux. Alors, je me tourne maintenant vers Françoise, à qui je vais passer mon micro. Françoise, la protection des mers, de la biodiversité donne lieu à des contentieux de nature variée. Est-ce que vous pouvez nous éclairer à leur sujet ? Oui, bien sûr, puisque au-delà de la réglementation, effectivement, il y a un certain nombre de contentieux qui se multiplient, particulièrement ces dernières années. On a vu vraiment l'émergence d'un contentieux de la biodiversité avec des conflits entre des problématiques de lutte contre le changement climatique, avec le développement des énergies renouvelables et la protection effectivement des espèces protégées. Là, bientôt, on attend la réponse du Conseil d'État sur une question préjudicielle concernant les dérogations à espèces protégées et leurs modalités d'application. Donc c'est très intéressant. Bon, ça fait quand même pas mal de dizaines d'années que je suis spécialisée en droit de l'environnement, et c'est vrai que les problématiques de biodiversité, d'espèces protégées, c'était pas la problématique principale quand on essayait d'obtenir une autorisation environnementale pour exercer une activité. Aujourd'hui, je pense que pour nous juristes, c'est vraiment un élément déterminant à prendre en compte, et c'est aussi un risque majeur. Laure Lavorel mentionnait le fait que les juristes doivent évaluer les risques. Très clairement, pour nous, le risque biodiversité en est un, et au niveau des autorisations et au niveau du contentieux. Alors après, au niveau des contentieux, en fait, comme on est dans un domaine un peu émergent, il y a une multiplication de procédures sur des fondements très variés. Il y a d'abord eu des actions contre l'État. Enfin, il y a une action qui a été introduite par un certain nombre d'associations, dont l'association Polynis pour carence fautive contre l'État français. Et c'est un recours récent là, de janvier 2022 sur la carence de l'État à réglementer suffisamment les pesticides. Donc ça, c'est une procédure très intéressante qui suit un peu la même tendance que l'affaire en matière de changement climatique contre l'État, notre affaire à tous. Il y en a une maintenant en matière de biodiversité. Il y a également une multiplication des demandes de suspension, d'autorisation, de mise sur le marché ou d'utilisation de certains pesticides pour des problèmes effectivement de protection de la biodiversité. Des recours contre les producteurs, importateurs et distributeurs de substances dangereuses, et qui se fondent sur le préjudice écologique. Donc vous parliez, Sabine, de protection de l'environnement qui n'appartient à personne quelque part, très clairement, ou à tout le monde. Très clairement, la responsabilité en matière de préjudice écologique, indépendamment de problématiques que nous, juristes, nous connaissons très bien, de propriété privée, d'atteinte aux biens et aux personnes, on est dans l'atteinte à un préjudice écologique indépendamment de ces préjudices habituels pour nous. Et puis, il y a des recours en responsabilité d'utilisateurs des ressources naturelles et qui bénéficient quelque part de cette biodiversité. Il y a une procédure, par exemple, qui a été introduite par des marins pêcheurs à la suite d'une contamination des eaux, basée également, qui avait donné lieu à une interdiction de pêche, et donc un recours en responsabilité et une reconnaissance de responsabilité des personnes qui avaient pollué cette zone de pêche. Merci beaucoup Françoise. Alors Denis, tout à l'heure vous parliez de lien entre espèces et écosystèmes, et on découvre, et vous allez nous faire découvrir les liens parfois surprenants qui existent entre protection de la biodiversité et protection d'ailleurs d'une partie de l'espèce humaine, à savoir les peuples autochtones. Donc, j'aimerais qu'on vous écoute là-dessus.
Alors effectivement, c'est quelque chose qui est arrivé en 92, c'est-à-dire que lorsque les biologistes ont essayé de répertorier où se trouvaient les espèces menacées à l'échelle de la planète, ce qui est apparu assez rapidement, c'est que la distribution géographique correspondait aussi à la distribution de ce qu'on appelle les peuples premiers et les peuples autochtones. Ce qui n'est pas un hasard, c'est-à-dire effectivement, là où on trouvait des espèces menacées, c'était là où les pratiques les plus intensives de la modernité industrielle ne s'étaient pas développées. Donc c'était là effectivement où on avait encore souvent des peuples de chasseurs-cueilleurs. Et donc ce qui s'est passé de manière très intéressante sur le plan politique, c'est que les peuples autochtones ont se sont très rapidement aperçus que finalement la protection de la biodiversité était un moyen pour eux de faire reconnaître leurs droits. Et oui, 92, sommet de la Terre à Rio, le Brésil, en l'occurrence, au Brésil, justement, vous avez pas mal d'écosystèmes originaux et vous avez pas mal de peuples autochtones. Donc tout de suite, il y a eu vraiment cette convergence, cette convergence des luttes, mais que l'on retrouve par exemple actuellement aux États-Unis, qu'on trouve du côté du bassin versant de Klamath, où on trouve cette chose très, très curieuse, c'est que donc, les États-Unis ont une loi de protection des espèces menacées qui est très stricte, et il se trouve que vous avez un poisson qui est menacé par les pratiques de l'agriculture industrielle américaine classique. Et face à ça, eh bien, vous avez des peuples amérindiens qui se trouvent dans ce bassin versant des Klamath, qui essaient de reconnaître leurs pratiques traditionnelles et qui, du coup, ont fait une alliance finalement avec les naturalistes qui protégeaient le poisson. Mais le poisson était aussi un moyen de faire reconnaître les droits en fait, de ces populations amérindiennes, droits qui avaient été largement mise en brèche, en l'occurrence par les États-Unis, comme vous le savez sans doute. Voilà, donc on voit cette émergence. Donc maintenant, vous avez des sommets des peuples autochtones à l'échelle de la planète parce que effectivement, ils constatent qu'ils ont des intérêts communs, des luttes politiques communes, et on a maintenant donc des droits de la nature qui sont énoncés. Alors vous en avez peut-être entendu parler, notamment en Nouvelle-Zélande, avec le fleuve Wanganui. Le gouvernement néo-zélandais a reconnu effectivement un droit à l'intégrité du fleuve Wanganui, mais ce qui est très intéressant, c'est que, en l'occurrence, ce fleuve Wanganui, l'amont en tout cas de ce fleuve-là, ça correspond à des populations maoris. Donc, à travers la reconnaissance des droits de ce fleuve, en fait, c'est aussi la délégation de la gestion de ces territoires au peuple maori. Donc, les deux sont vraiment très liés. Voilà. Donc, derrière cela, il y a quelque chose sans doute qui est beaucoup plus vaste, qui est que, effectivement, les pratiques humaines, la qualité de la biodiversité, elle est liée aux pratiques humaines. Par exemple, au type d'agriculture, on voit très bien les débats actuellement. Donc, si on essaie de ramener ça maintenant à la France métropolitaine, vous savez peut-être que, par exemple, vous avez actuellement l'appellation du comté, en Franche-Comté, qui correspond aussi à certaines pratiques d'agriculture extensive. Donc, on peut se demander dans quelle mesure aussi, il ne va pas y avoir une reconnaissance aussi du droit des... Alors, en France, on ne reconnaît pas les peuples autochtones, vous savez ça mieux que moi, c'est l'universalité en l'occurrence, mais par contre, en France, vous avez cette notion de communauté d'habitants. Donc, dans quelle mesure, effectivement, il ne pourrait pas y avoir émergence de communautés d'habitants qui défendraient certaines pratiques sur certains territoires. C'est-à-dire que, alors oui, c'est le problème de l'appartenance. Vous disiez l'environnement appartient à tous, la nature appartient à tous, mais est-ce que ceux et celles qui, par leur pratique, ont préservé la nature, quelque part, n'en sont pas un peu plus propriétaires, et dans quelle mesure il ne va pas y avoir une reconnaissance, effectivement, en tout cas de ces pratiques. Donc là, il y a sans doute des perspectives qui sont importantes, et donc le préjudice environnemental, ça pourrait notamment porter préjudice à l'intégrité d'un écosystème dont je parlais tout à l'heure, mais qui correspond aussi à la durabilité des pratiques des communautés d'habitants qui sont là. Et on peut aller plus loin, c'est-à-dire que vous savez peut-être que la finance verte, vous savez sans doute mieux que moi, est en train de se développer. Vous savez sans doute que les critères de la finance verte, on est loin d'avoir quelque chose qui soit satisfaisant. Ça va passer aussi par le respect de la biodiversité. Et donc là, effectivement, le respect de l'intégrité des écosystèmes, des territoires, va sans doute, pourrait être un critère aussi de finance verte. Donc ça risque d'aller d'assez loin, effectivement, toucher beaucoup d'acteurs. Merci beaucoup, Denis. On le voit, je crois, dans nos activités les uns les autres. Tout ce qu'on appelle en mauvais français le permitting, toutes les autorisations d'exploitation, ça prend en considération, ça prend en compte de plus en plus des enjeux qui sont des enjeux liés effectivement à des espèces protégées. Et alors, il y a des tensions parfois entre un objectif climatique de transition énergétique et la protection de la biodiversité. Et on le voit beaucoup dans la jurisprudence administrative française et en droit communautaire. Donc on est vraiment, ce que je disais tout à l'heure, dans des tensions fortes entre déjà des
des domaines juridiques entre eux, hein, qui se confrontent sur ces enjeux-là, et puis des tensions aussi avec des enjeux qui sont proprement scientifiques. Sabine, je me tourne vers vous à nouveau. De votre point de vue, au-delà, je dirais, des contraintes réglementaires d'ailleurs, puisque ça, du Ralex sed lex, on fait beaucoup de latin aujourd'hui, ça s'impose à tous, mais au-delà de ces contraintes réglementaires, de votre point de vue, que peuvent faire, que doivent faire, et là c'est aussi au sens de redevabilité, les États, les entreprises et les individus? D'abord, je commencerai par un point commun de l'action, c'est la science. Je pense qu'on a bien vu dans les 2 dernières années la place importante de la science et de l'objectivation des décisions publiques, privées par les entreprises ou par des individus. Et en matière de biodiversité, on a encore beaucoup à découvrir. Voilà, la science du vivant, c'était pas très à la mode quand nous on était jeunes, et il y a de plus en plus de jeunes d'écoles d'ingénieurs ou de jeunes qui se lancent dans des études scientifiques, et c'est une bonne chose parce qu'on a vraiment besoin de science. Alors, et je suis désolée, je suis obnubilée par l'océan, mais il y a 80% des espèces qui vivent dans l'océan qui sont encore à découvrir. On ne connaît rien. Les cheminées hydrothermales à quelques milliers de profondeur dans l'eau de l'océan, il y a des espèces qui vivent à côté de vapeurs d'eau à 300 ou 400 degrés, alors que la température moyenne de l'océan est à 2 degrés. Des espèces aux capacités de résilience absolument incroyables, et on sait très peu de choses sur ces espèces-là. Et chaque fois que des expéditions partent en haute mer, elles ramènent des espèces nouvelles. Alors l'enjeu après, c'est de les analyser, de les comprendre, etc. Mais donc voilà, donc, premier point, quand même une focalisation sur la science, et sur ce sujet-là, les États doivent travailler ensemble. Donc il y a une première responsabilité des États, c'est de travailler ensemble, parce que nous, on a des organismes absolument formidables en France, le Muséum, le CNRS, l'IFREMER, l'IRD, etc. Mais on a besoin de travailler avec et les scientifiques ont l'habitude de le faire, hein, de travailler à l'international, parce que les enjeux sont absolument majeurs. Alors ensuite, le rôle de l'État sur la protection de la biodiversité, il y en a 3 au fond. Le premier, c'est de fixer un cadre. Le deuxième, c'est de surveiller. Et le troisième, c'est de sanctionner en cas d'infraction. Fixer un cadre, c'est extrêmement important. Et on l'a fait un peu du Monsieur Jourdain sur l'environnement depuis très longtemps. La loi sur l'eau en 64, c'était ça. Conservatoire du littoral, une invention géniale de Giscard d'Estaing, 74. Voilà, un modèle très malin dans lequel l'État prend sa responsabilité en disant: moi j'achète des espaces du littoral que je veux sanctuariser, et puis je le confie localement à la gestion généralement souvent soit des collectivités territoriales, soit des associations, avec une responsabilité des uns et des autres, de l'État d'acheter, et puis et ensuite de surveiller évidemment, mais des locaux, hein, ce n'est pas des peuples autochtones, mais c'est des populations locales, de prendre soin d'un petit bout d'une parcelle de la planète qui leur est confiée, sur lequel il n'y a aucune activité humaine, sauf de la science. Et donc, ce rôle de l'État de fixer le cadre, il est important. Donc, il est fixé le cadre d'un point de vue géographique, de donner des espaces de protection complète de la biodiversité. En mer, on a des aires marines protégées. Donc, le président de la République a annoncé qu'on aura 30% de l'espace maritime français qui sera protégé. Alors, évidemment, on peut dire qu'elles ne sont pas vraiment protégées, parce que la vraie protection forte dans laquelle il n'y a pas d'activité, sauf la science, en Méditerranée, je crois on est à 3%, c'est ça à peu près ouais, moins que ça. Évidemment, c'est facile au Kerguelen d'aller faire une zone de protection forte, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pression anthropique, comme on dit, c'est-à-dire de pression aux activités, des activités humaines. Donc voilà, tout ça, c'est un autre type de cadre qui peut être fixé. Surveiller et contrôler, c'est important. Et en France, on a un système qui s'appelle l'action de l'État en mer, qui rassemble la gendarmerie maritime, la marine nationale et les douanes. Donc, c'est une fonction garde-côte intégrée qui sous la houlette d'un préfet maritime, permet d'intervenir en mer pour voir ce qui s'y passe et de sanctionner les activités illégales. Donc ça marche très bien. Et puis, sanctionner, on a un dispositif qui est sans doute qui fonctionne, parce que vous pouvez voir, par exemple, chaque fois qu'il y a un bateau qui s'échoue ou qu'il y a un début de marée noire,
on intervient vite et les auteurs sont punis. À cet égard, ce qui s'est passé en 99 avec l'ERICA, ça a permis de faire énormément avancer les réglementations dans le monde entier pour le bénéfice de tout le monde. Les bateaux à double coque, les dispositifs anti-pollution, et ça, c'est absolument formidable. Alors après, les entreprises, ça c'est intéressant parce que vous êtes juriste d'entreprise. C'est vous qui avez au fond, alors la responsabilité, hein, parce que l'état de la planète, c'est l'état du consommateur qui a acheté et consommé, mais c'est tout le modèle économique qu'on a mis en place depuis le début de la révolution industrielle qui conduit à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et donc, et ce modèle, on voit bien qu'il n'est pas reproductible. On ne peut pas proposer à 7, 8, 9 milliards de gens sur la planète de vivre comme nous vivons dans les pays occidentaux, avec un système où on va prélever des ressources non durables sur la planète, on va les envoyer à l'autre bout de la planète pour les transformer à force coût de CO2. Ensuite, on va les renvoyer dans des containers encore ailleurs pour qu'ils soient consommés pendant quelques jours, semaines, mois, et ensuite être peut-être à 10% recyclé et sinon incinéré. Donc ce modèle-là a très bien fonctionné, mais il est aberrant et il faut qu'on le transforme. Alors, ça mettra du temps, c'est pas du jour au lendemain, 10 ans, 20 ans, mais il faut le faire. Et nous, le rôle d'une fondation comme la nôtre, je pense que c'est ce que fait aussi Denis Couvet, c'est de dire aux entreprises d'aller plus vite. Voilà. Vous dites que vous pouvez le faire en quelques semaines, et qu'il vous faut 15 ans. Non, mais nous, on pense que vous pouvez le faire en 10 ans. On en parlait tout à l'heure avec Aurélien. Je vous conseille de lire le livre d'Albert Bourla, le président de Pfizer, qui est allé voir, qui raconte, qui s'appelle Réaliser l'impossible, qui est allé voir son département de R&D en leur disant, écoutez, voilà, mes amis, depuis des décennies, on développe des vaccins. Il faut 8 ans pour faire un vaccin. Eh ben, je vous demande d'en développer un en 8 mois. Donc, tout ce que vous avez comme technique pour développer un vaccin, vous le mettez à la poubelle et puis vous inventez autre chose parce qu'il nous faut 8 mois. Puis après, il est allé voir le patron des activités industrielles et il me dit, nous, on est vraiment leader mondial pour développer, pour fabriquer des vaccins par centaines de millions. Donc, on sait faire 200, 300 millions et vraiment bravo. Mais là, je vous demande d'en fabriquer 3 milliards. Donc, toutes les techniques que vous utilisez pour faire 300 millions, poubelle. Vous inventez autre chose. Eh bien, ils l'ont fait. Voilà, ils l'ont fait. Donc, moi, le message que j'envoie aux entreprises, c'est trouver des solutions. Et ce n'est pas en faisant un peu plus de ce qu'on fait aujourd'hui ou un peu mieux ce qu'on fait aujourd'hui qu'on va y arriver. Il faut penser différemment. De la substitution, de la créativité. Et on ne manque pas d'imagination, de créativité. On l'a prouvé pour la crise du Covid. Donc, les entreprises, il y a ça, de penser les business models. Puis après, il y a d'autres choses. Nous, à la Fondation de la Mer, on a par exemple développé toute une série d'outils pour que les entreprises construisent une stratégie océan. Donc, on a travaillé avec le BCG pendant 2 ans, avec des grands groupes industriels, dont Total Energy, merci beaucoup, pour construire en fait le premier référentiel pour les entreprises pour évaluer leur impact sur l'océan. Donc, on a utilisé la grammaire des ODD. Vous connaissez tous les objectifs du développement durable. Donc, il y en a 17. C'est l'ONU qui a fixé ça en 2015 pour Horizon 2030. Et il y a le numéro 14 pour l'océan auquel personne ne s'intéresse parce qu'en fait, la plupart des entreprises pensent qu'elles n'ont aucun lien avec l'océan. Et en fait, cet outil permet aux entreprises de dire, en fait, si j'ai un impact sur l'océan, j'ai un lien avec l'océan. D'abord, ça fait rêver mes collaborateurs, donc ça vaut la peine de le mettre en valeur parce que tout le monde rêve de mer et d'océan. Donc, je vais parler d'océan à mes collaborateurs, leur expliquer que mon business a un lien avec l'océan. Je vais mesurer mon impact. Si j'ai envie, en plus de mesurer. Et puis en plus, derrière, je peux aussi mettre en place des plans d'action. Et il y a un label qui s'appelle Ocean Approved, approuvé par et pour l'océan, qui permet de valoriser les entreprises les plus pionnières dans ce domaine-là. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de rentrer cette question de la biodiversité marine, du climat, et de l'économie circulaire dans les tuyaux d'obligations réglementaires. Donc, c'est un outil qui est, par exemple, qui est compatible avec la taxonomie européenne. Vous savez, le niveau 3, là, Water and Marine Resources. Je pense que vous avez dû passer devant chez vous aussi. Il va y avoir une obligation d'évaluation sur le pilier 3 de la taxonomie européenne. Les outils permettent ça. Ça permet aussi de faire le reporting extra-financier.
Aujourd'hui, l'EFRAG, qui développe les outils de reporting européens, intègre tous les indicateurs de la Fondation de la mer dans ces outils. Donc voilà les entreprises. Dernier point, nous comme individus, j'ai encore une minute, que peut-on faire? On est tout à fait dans les temps, Sabine. Merci. Est-ce que nous, Parisiens ou cadres dans des entreprises, profession libérale, etc., est-ce qu'on peut faire quelque chose pour l'océan? Eh bien oui, voilà. Et ce sera une goutte d'eau. Voilà, ce sera une goutte d'eau, mais en tout cas, comme l'histoire du colibri, c'est une goutte d'eau qui servira. Donc, il ne faut pas s'en priver. Alors, qu'est-ce que nous, je vais vous raconter ce qu'on fait nous à la Fondation. On a 2 programmes un peu collaboratifs. On en a un qui s'appelle SOS Corail, qui, comme son nom l'indique, est une plateforme de crowdfunding qui permet d'aller soutenir des programmes de restauration des écosystèmes et donc des espèces associées dans les récifs coralliens, dans les mangroves, dans les herbiers, aux 4 coins de la planète. Et on fait ça avec l'initiative française pour les récifs coralliens, donc avec des scientifiques, les meilleurs scientifiques français qui nous aident à sélectionner des projets rigoureux scientifiquement, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi sur ces espaces-là. Et on les propose au financement aux entreprises et aux particuliers. Et le système formidable, c'est qu'il y a un abondement de l'État à l'euro. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis 3 ans à négocier avec les ministères, mais chaque fois que quelqu'un donne 1 euro, ça lui coûte 30 ou 40 centimes. Et en fait, il y a 2 euros qui sont investis sur les récifs, sur ces espaces-là. Donc ça, c'est un premier programme. Et l'autre, qui s'appelle Un geste pour la mer. Il y a 250 associations locales partout sur le territoire français. Il y en a aussi en Île-de-France, qui organisent des collectes de déchets, essentiellement plastiques, dans la nature. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Pas tant par les tonnes qu'on collecte. On a collecté 200 tonnes l'année dernière, donc ça peut sembler beaucoup, mais au regard des millions de tonnes qui sont déversées par an, c'est dérisoire. En revanche, ce qui est important, c'est de participer à ces collectes. Là, depuis début janvier, on a plus de 27 000 personnes qui ont participé à des collectes d'un geste pour la mer. Et ces gens-là, une fois qu'ils ont participé à une collecte, ils vont faire attention. D'abord, peut-être qu'ils continueront à ramasser ce qui traîne autour de chez eux, mais surtout, ils vont être très conscients du fait que le geste individuel a un impact sur l'état de la nature et donc sur la biodiversité. Et puis, dernière chose qu'on peut faire, c'est tout ce qui est éducation, sensibilisation. Et ça aussi, c'est vraiment important. Nous, on travaille beaucoup avec l'éducation nationale pour faire rentrer toutes ces questions-là dans les programmes. Alors, je n'ai pas encore rencontré le nouveau ministre de l'Éducation, mais le précédent, on travaillait beaucoup avec Jean-Michel Blanquer. Il a mis en place des éco-délégués dans les collèges et les lycées. Il a beaucoup insisté sur la formation au développement durable. Il a mis un fonctionnaire du ministère à temps plein pour s'occuper des questions d'océan, avec une demi-douzaine d'acteurs comme nous et comme le Muséum d'ailleurs, qui développons des outils pédagogiques pour les jeunes. Et donc l'éducation, la formation, c'est extrêmement important parce que il faut qu'on s'y mette tous pour protéger la planète dont on a tant besoin. Voilà. Et puis moi, c'est vrai que le mot biodiversité, je le trouve un peu technocratique. Donc j'aime bien utiliser la diversité dans la nature parce qu'en fait, au fond, biodiversité, c'est la nature qui est diverse, comme cette salle est diverse. Et il faut protéger cette diversité qui réjouit nos cœurs et nos âmes. Merci beaucoup Sabine. Et c'est vrai que les petits gestes individuels comptent. D'ailleurs, ils permettent d'embarquer en entreprise. Et on a créé quelque chose chez Total Energy qui s'appelle le Sustainability Moment. Donc chaque réunion l'après-midi doit commencer par un Sustainability Moment. Et on partage un moment de durabilité en bon français. Alors moi, j'en ai partagé un, et donc c'est une petite initiative individuelle que j'ai prise, et j'ai constaté qu'en la partageant en interne, ça avait de l'écho. J'ai pris un abonnement en retour duquel j'ai rien sauf un mail par semaine qui me coûte 20 euros par mois, 21 euros par mois pour être précis, auprès d'une société suisse, peut-être que Laure la connaît, qui s'appelle Climeworks. Et Climeworks, c'est une société qui est basée, je crois, près de Zurich et qui conçoit des solutions de capture directe dans l'atmosphère de CO2. Et donc pour 21 euros par mois, il retire pour mon compte à peu près 20 kilos de CO2 par mois de l'atmosphère. C'est vraiment de la capture de CO2. Ça, c'est le Graal. C'est pas le CO2 qui sort de la cheminée qu'on va capturer, c'est le CO2 qui est déjà dans l'air, qu'on va retirer de l'air, qui est transformé en fait par une réaction chimique, je crois, en basalte et qui ensuite est enfoui. Donc ça devient de la roche sous terre. Et donc pour 20 euros par mois, on retire 20 kilos pour moi. J'ai ça à mon crédit ou à mon débit. Alors on fait le compte, hein, si on voulait retirer
le bilan carbone moyen d'un Français qui consomme normalement beaucoup, si on prend les émissions de CO2 importées, on va dire qu'on est autour de 10-12 tonnes, je crois. Donc, il faudrait dépenser à peu près 10 000 ou 12 000 euros par an à titre individuel pour supprimer son empreinte carbone. Donc, ça donne une idée du coût du carbone aussi aujourd'hui avec ces technologies qui sont les plus chères, mais qui sont les plus prometteuses. Et alors, cela étant dit, les petites initiatives individuelles n'empêchent pas d'être confrontées collectivement à des contentieux climatiques. Je me tourne vers Françoise, puisque vous nous avez parlé des contentieux en matière d'environnement et de biodiversité. Il y a aussi, on le sait, les contentieux climatiques qui à la fois sont des contentieux individuels sur le permitting et des contentieux d'envergure. J'en connais, donc j'aimerais que vous nous en disiez quelques mots. Oui, merci beaucoup Aurélien. Donc effectivement, les contentieux climatiques sont très variés et évoluent de manière généralisée un peu dans toutes les régions du monde, avec là encore des formes différentes et des tentatives différentes basées sur des fondements très variés qui sont quelque part essayés par les associations, mais qui de plus en plus ont des chances de succès qui augmentent. Les premiers recours ont été également contre les États pour carence également ou insuffisance des réglementations. Mais à côté des États, en France, il y a l'affaire du siècle qui aujourd'hui a donné lieu à une décision favorable en janvier 2021 avec une reconnaissance de principe, avec une injonction qui devrait être adoptée à l'encontre de l'État français, mais avec un supplément d'instruction pour comprendre ces questions techniques et scientifiques qui sont extrêmement complexes. Donc, comme le disait Aurélien, en tant que juriste, on est en face de problématiques techniques et scientifiques très complexes, avec beaucoup d'incertitudes également, qu'il faut gérer dans ces contentieux. C'est souvent un des enjeux de ces contentieux. Alors, il y a évidemment la procédure, l'affaire du siècle en France, mais il y a eu une décision avec une condamnation aux Pays-Bas, l'affaire Ouganda, dont vous avez peut-être entendu parler, et une condamnation également de l'État allemand sur ces mêmes fondements. Après, il y a aussi les procédures contre les entreprises. Et vous avez sûrement entendu parler de la condamnation de Shell par le tribunal civil de La Haye, qui a été condamné à réduire ses émissions de CO2 par rapport à 2019 de 45% d'ici 2030 sur la base d'un fondement très vague de duty of care, qui est un fondement civiliste chez nous également. Cette affaire fait l'objet d'un appel, mais néanmoins est assez représentative des tendances aujourd'hui, avec la mise en jeu également de la responsabilité des entreprises. En France, il y a aussi un contentieux assez fourni, comme le sait Aurélien, avec une dizaine de procédures qui sont fondées sur qui font suite à l'adoption de la loi de 2017 sur le devoir de vigilance. Et cette loi, finalement, offre aux associations, aux ONG, disons qu'un fondement qui est celui de la violation alléguée d'un devoir de vigilance qui reste très vague. Et qui, disons, a servi de base à une dizaine de procédures devant les juridictions françaises, mais ce qui me semble particulièrement intéressant dans cette procédure, donc il n'y a pas aujourd'hui, c'est des procédures en cours avec pas de décision sur le fond, mais ce qui est intéressant, c'est que toutes ces procédures sont pour moi très internationales, bien que ce soit les juridictions françaises et notamment le tribunal judiciaire de Paris qui soit compétent, car elles concernent soit des problématiques mondiales telles que le changement climatique, soit des problématiques qui ont eu lieu dans d'autres régions du monde, mais pour lesquelles une entreprise française est mise en cause. Donc c'est extrêmement intéressant de voir l'évolution, là encore, du contentieux.
Il y a aussi, comme vous le savez, hein, hier, la presse annonçait voilà, le développement, et là c'est dans tous les pays hein, européens et également aux États-Unis et en Australie, le développement d'actions pour éco-blanchiment ou greenwashing. Vous avez peut-être vu dans la presse hier qu'il y avait eu une opération de saisie dans les locaux de la Deutsche Bank sur cette problématique. Et donc, ce n'est plus seulement entre les entreprises industrielles qui sont concernées, mais c'est toutes les entreprises, y compris dans le domaine bancaire. Donc, nous, juristes, en fait, on n'est plus dans une problématique qui concerne quelques spécialistes en droit de l'environnement, comme c'était le cas quand j'ai commencé à travailler sur ces questions. Mais aujourd'hui, c'est une problématique qui intéresse tous les secteurs et, j'allais dire, tous les juristes. Et voilà, donc aux États-Unis, l'approche est un petit peu différente, mais il y a aussi des class actions qui se fondent sur les questions climatiques. Donc on voit un contentieux extrêmement varié, avec des fondements multiples, des issues plus ou moins certaines, mais avec quand même la prise en compte, en tout cas, de ces recours et avec certaines chances de succès. Merci beaucoup Françoise. On va poursuivre nos allers-retours entre climat et biodiversité. Et Denis, je me tourne vers vous. Bon, et d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure en parlant aussi des COP, et il suffit de regarder simplement leur numérotation. On voit que la biodiversité, qui en fait commence en 92, elle a pris du retard manifestement en chemin, parce qu'on n'en est qu'à une unité alors qu'on est déjà à 2 unités sur le climat, donc c'est allé un peu plus vite. Et donc je voudrais qu'on revienne au thème de la biodiversité, que vous nous disiez en fait, pour continuer un petit peu à élargir la focale, comment la biodiversité joue un rôle essentiel, je dirais peut-être même plus essentiel que le climat, en tout cas aussi essentiel pour l'humanité. Donc j'aimerais qu'on vous écoute là-dessus. Merci, effectivement. C'est une question qui, comme vous vous doutez, a suscité des réponses. Alors, la première chose, peut-être, vous avez peut-être remarqué que le Covid, c'est quand même une crise de la biodiversité. Hein. C'est un virus, donc c'est de la diversité du vivant. Donc là, je veux dire, c'est une crise majeure, et on voit que, eh bien, une crise biodiversité, peut avoir des impacts par rapport à l'économie et la politique, finalement, pèse pas très lourd face à des accidents de biodiversité qui peuvent avoir des conséquences majeures. Voilà. Alors, c'est pas forcément le meilleur. Enfin, c'est pas le meilleur exemple, en tout cas, c'est un exemple. Voilà, il a l'avantage de la réalité. La réalité, elle s'est imposée. Donc, pour essayer de répondre à votre question, qui est une question qui est complexe, moi, je le placerais peut-être en termes de, si on essaie de réfléchir à la sécurité géopolitique de l'Europe, quels sont les enjeux dans les années à venir? Ce qu'on voit quand même, c'est que la qualité des écosystèmes, c'est sans doute un facteur essentiel de cette sécurité géopolitique. L'autonomie alimentaire, je vais y revenir tout de suite, à la qualité de l'agriculture, eh bien, elle dépend de cette qualité des écosystèmes. Et par rapport à ça, oui, l'idée, par exemple, eh bien, face à la crise en Ukraine, de supprimer les jachères de manière à produire plus, on a un peu l'impression, donc, finalement, de stopper un certain nombre d'initiatives en agroécologie. Ça ressemble un peu à la politique de gribouille, et qui correspond, en fait, ce à quoi les écologues, en fait, explique cela depuis une trentaine d'années, c'est que en fait la crise écologique, elle va être majeure, il va y avoir une espèce de panique parce que la crise climatique, la crise biodiversité va arriver. Et il y a des moments où finalement, eh bien, les humains vont baisser les bras et vont essayer d'aller de Caraïbes dans Scylla. Et là, on a un peu l'impression qu'on est déjà un peu dans cette période, un peu d'aller de Caraïbes dans Scylla. Donc, en opposant climat-biodiversité à nouveau, pour déployer des éoliennes, bah, finalement, on va empiéter sur les espèces menacées, mais à nouveau, ça donne l'impression quand même d'une absence de vision stratégique. Je veux dire, quelque part, on voit bien de manière intuitive qu'on ne peut pas opposer protection du climat et protection de la biodiversité. Voilà, donc par rapport à ça, peut-être l'expliquer de manière simple, c'est qu'un des dangers les plus importants, des risques climatiques les plus importants, c'est de devenir l'agriculture. Vous savez que l'agriculture, elle dépend beaucoup du climat. Donc là, c'est intéressant de parler par exemple de dérèglement climatique. Par exemple, 2016 a été une année terrible pour l'agriculture française. Mais pourquoi? Parce que le climat n'était pas prévisible. C'est-à-dire que les événements ne sont jamais passés comme les agriculteurs avaient l'habitude que ça se passe, et du coup les rendements ont été lamentables. Donc vous voyez, climat par exemple, là, il y a des aléas climatiques, mais il y a aussi le dérèglement qui en soi est un facteur. Et donc par rapport à ce dérèglement, ce qui explique à nouveau l'écologie scientifique depuis des décennies, c'est que la diversité de la nature, mais aussi la diversité des humains, eh bien, elle est fondamentale. C'est un atout qui est fondamental. La diversité génétique dans les espèces cultivées, la diversité des espèces cultivables, c'est fondamental de manière à pouvoir répondre
à des changements climatiques, des dérèglements dont on ne sait pas exactement comment ils seront et quelles seront les pratiques qui sont fondamentales. Voilà. Par rapport à ça, d'ailleurs, je vais devoir vous quitter assez rapidement parce qu'aujourd'hui, cet après-midi, nous avons une réunion des experts du GIEC et de l'IBES. Donc l'IBES, c'est le GIEC de la biodiversité, et pour qu'ils échangent leurs expériences communes sur ces conventions internationales, parce qu'effectivement, eh bien, finalement, ces enjeux scientifiques autour de climat-biodiversité, il y a un certain nombre de convergences, et donc il va y avoir des documents conjoints entre le GIEC et l'IBES pour expliquer que climat et biodiversité, eh bien, les deux enjeux sont liés. Alors, pour aller encore un peu plus loin, il y a le concept de résilience sociale écologique, qui est sans doute un concept qui est extrêmement important. Alors, vous savez, on dit parfois que finalement, les naturalistes ou les écologues sont un peu des passéistes, vous voyez, ils veulent revenir au monde passé. Ce n'est pas du tout ça. L'écologie, l'équilibre de la nature, il n'a jamais existé. Il y a des équilibres successifs. Donc, il y a cette idée, notamment, que les socio-écosystèmes, donc les sociétés et les écosystèmes, passent par des phases de croissance. C'est typiquement les 30 glorieuses, vous voyez. Ensuite, vous avez les 3 dernières décennies dans la phase de conservation, où on essaye de conserver l'état tel qu'il est parce qu'on ne veut pas en changer. Et puis ensuite, vous avez la phase de crise et de réorganisation. Voilà. Donc ça, c'est la théorie de ce qu'on appelle la théorie des cycles adaptatifs, qui au passage s'inspire largement de la théorie de Schumpeter. Vous savez peut-être que Schumpeter expliquait que les crises économiques, c'était très bien. C'était la destruction créatrice. Ça permettait de se débarrasser des anciennes entreprises de manière à laisser de la place aux jeunes et aux nouvelles entreprises, aux start-up, par exemple. Voilà, la pensée écologique, elle est un peu dans cette même idée, c'est qu'effectivement, bien les écosystèmes peuvent basculer. Et donc, par rapport à ça, je pense que c'est important pour vous, c'est que les règles juridiques, elles peuvent changer parce qu'effectivement, les enjeux juridiques, ils ne sont pas les mêmes dans les phases de croissance, dans les phases de conservation et dans les phases de crise, réorganisation. On voit très bien que les règles juridiques, elles devront favoriser la crise et la réorganisation, donc favoriser les nouvelles entreprises, les nouvelles pratiques. Donc ça, c'est quelque chose. On le voit très bien sur la voiture. Alors la voiture électrique, c'est certainement pas la panacée, mais on voit très bien, en tout cas, ce basculement d'une entreprise, des entreprises, enfin du secteur de l'automobile. Voilà. Alors peut-être deux dernières choses. Donc, je parlais de l'IBES, qui est le GIEC de la biodiversité, et a proposé dans son rapport spécial de 2019 la notion de changement transformateur. C'est-à-dire que pour l'IBES, l'idée, c'est que si vraiment on veut préserver la biodiversité, donc quelque part le devenir de l'espèce humaine, il va falloir faire dans ce qu'on appelle un changement transformateur, c'est-à-dire une réorganisation fondamentale, aussi bien sur le plan économique que sur le plan technologique. Donc, il y a un cadrage qui est nécessaire. Alors, par rapport à ça, donc réorganisation économique, elle est extrêmement importante. Donc, sans doute changement des règles économiques. On parle de comptabilité environnementale, notamment, peut-être aussi de redéfinition de la responsabilité écologique. Il y a cette idée aussi que la technologie ne sera pas suffisante. Je crois que là, il y a un large consensus, mais ça vaudrait la peine sans doute d'organiser, parce que j'ai l'impression que dans le monde des entreprises, il y a cette idée peut-être que, oui, avec les technologies, on va s'en sortir. Dans les sciences de l'environnement, il y a quand même un certain consensus sur le fait que les technologies ne seront pas suffisantes. C'est-à-dire qu'il va falloir effectivement des règles qui organisent la sobriété. Alors, ce n'est pas dire qu'il faut que la technologie n'a pas un rôle à jouer, mais ça serait dangereux, ça serait illusoire de penser que seule la technologie et le captage du CO2 par le basalte sera suffisant pour résoudre la crise climatique. Il va y avoir besoin d'océans de bonne qualité qui fonctionnent bien, de forêts et de zones humides, pour effectivement stocker une partie du carbone, et puis, etc., etc. Et je terminerai aussi, moi aussi, par ma page de publicité. Donc, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, elle a été créée au moment du Grenelle de l'environnement, en 2008. C'était une demande, donc à l'époque, sous le gouvernement Sarkozy. Donc, l'idée, c'était de favoriser la relation entre la recherche publique et le monde économique. Donc, c'est un peu notre mission. Donc, pour cela, on a une assemblée des parties prenantes avec 3 collèges. Le collège des collectivités locales, des collectivités publiques, le collège du monde économique, on a BNP Paribas, on a le MEDEF, on a la Confédération paysanne et la FNSEA, on a la société civile avec la LPO, les associations naturalistes, et notre mission, c'est de faire du lien, de créer des dispositifs qui relient ces 3 mondes qui sans doute ne collaborent pas assez, et notamment d'attirer des moyens vers la recherche, donc sur des sujets qui peuvent intéresser le monde juridique et le monde économique. Donc vous êtes les bienvenus. La FRB peut être un forum pour justement travailler sur ces sujets. Voilà. Merci beaucoup, Denis. Et je vais me tourner vers Françoise pour la dernière question, qui est une invitation à faire un peu la synthèse finalement de cette table ronde, puisque c'est une question, Françoise, sur la place de la science dans les contentieux, et puis plus fondamentalement la place de la science dans le droit, et notamment pour les juristes.
Oui, la science, la place de la science, effectivement, dans le droit et dans toutes ces questions est déterminante. Quand Denis parle de réorganisation économique et technologique, mais c'est aussi une réorganisation. Qui dit réorganisation dit rôle très important des juristes. Donc je pense que nous tous juristes, on a un rôle très important à jouer. Avec des nouvelles activités, mais aussi des nouvelles problématiques et des nouvelles problématiques juridiques avec l'émergence de nouveaux concepts. On a parlé de préjudice écologique. Qu'est-ce que ça signifie de responsabilité sur des questions écologiques, des problématiques très, très concrètes qu'on rencontre aujourd'hui, nous juristes, la question des pollutions diffuses et à contributeurs multiples. Comment gère-t-on ça en termes de responsabilité ? Les difficultés d'établir des liens de causalité, voire de les contester avec des présomptions de liens de causalité qui sont parfois aussi difficiles à écarter. Le lien de causalité qui est remplacé par quelque part une présomption de responsabilité en cas d'exposition. Ça aussi, on voit le développement de ces questions juridiques très complexes se développer. L'émergence de nouveaux types de préjudices et de dommages, évidemment préjudice écologique, mais de dommages pour la santé, tels que l'anxiété par exemple. Comment appréhende-t-on l'anxiété qui peut être liée effectivement à un impact sur la biodiversité, etc. On sait que ça peut avoir un impact sur la santé mentale et avec une jurisprudence qui évolue sur ces questions. L'idée étant aussi de mettre des limites et d'éviter les abus. On a vu dans le cadre de l'amiante que ça avait été quand même assez loin, ces questions sur l'anxiété, et qu'il y a une forme de généralisation à d'autres problématiques et à d'autres substances. La multiplication des textes, on a beaucoup parlé de réglementation. La réglementation, c'est bien. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Il y a des nouvelles réglementations et en environnement, c'est sur ces questions-là très difficile de suivre parce qu'il y en a vraiment des développements tous les jours, des nouvelles sanctions. Vous avez entendu parler de l'écocide, du délit général de pollution. De greenwashing et de mise en danger de l'environnement, par exemple, c'est des nouvelles infractions. Donc, en termes réglementaires, en termes de cadre réglementaire, de sanctions, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Mais je pense que la problématique va au-delà, pour nous juristes, de la simple mise en œuvre de réglementation. Je pense que c'est ce qui est attendu aujourd'hui, et au niveau collectif, et au niveau individuel, et au niveau des entreprises. C'est des règles de soft law, des engagements plus généraux qui relèvent de la RSE. Et le simple fait aujourd'hui de respecter les réglementations, souvent, n'est pas suffisant pour écarter les responsabilités. Et c'est là que nous, juristes, avons un rôle très important à jouer dans l'évaluation des risques, dans la mise en œuvre d'actions qui permettent aussi de réduire les risques tout en répondant à des problématiques environnementales. Donc je pense que le juriste du futur, très clairement, est un juriste aussi de la RSE et qui devra comprendre ces questions, même si à la base, ça n'est pas un spécialiste. On n'est plus dans une problématique de spécialité en droit de l'environnement, c'est vraiment beaucoup plus large que ça. Merci beaucoup Françoise, merci beaucoup à nos 3 intervenants, Sabine, Denis et Françoise, qu'on peut applaudir. Et alors, je ne sais pas si on a du temps. Si, on a du temps, on est vraiment formidable. On a du temps, on a 5 minutes pour des questions, c'est ça? 10 minutes. Bon, ça va. Donc on a le temps pour quelques questions. S'il y a des questions de la salle, une première. Loris. Ton micro n'est pas branché. J'ai une question sur la protection de la haute mer. On a une énorme difficulté, depuis 30 ans on en parle et ça ne marche pas. Quelles sont les raisons à votre avis? Alors, c'est une
question, la question de la protection de la haute mer. C'était un sujet qui n'était pas du tout dans l'esprit des négociateurs en 1980 quand Montego Bay a été signé. Même si sur la haute mer, il y a un chapitre entier sur la responsabilité et un point qui dit les États ont la responsabilité, ont l'obligation de préserver et protéger il n'y a pas l'écosystème marin, mais enfin la biodiversité marine. C'est pas le terme qui est utilisé, mais c'est ça. Donc, et après, il y a un chapitre entier pour dire que cette responsabilité incombe aux États et qu'ils doivent exercer les moyens nécessaires. La réalité, c'est comme c'est très flou, il n'y a pas grand-chose. Donc, je vous disais tout à l'heure sur la pêche, il y a des choses qui sont faites dans le cadre des organisations régionales de pêche. Mais sinon, les États, en fait, aujourd'hui, quand on regarde au niveau de la planète sur le droit de la mer, on s'aperçoit qu'en fait, il y a un recul du droit. Je ne vais pas dénoncer les Chinois, mais je vais le faire quand même. Ce qui se passe aujourd'hui en mer de Chine méridionale est absolument terrifiant. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont envahi des petits îlots qui appartenaient à des pays riverains. Ils ont coulé dessus des dalles de béton. Ils ont mis des pistes d'atterrissage, ils ont dit c'est chez moi, et d'ailleurs j'y vis, et donc c'est à moi. Voilà. Et aujourd'hui, ils empêchent les flottes de bateaux, des marines, de venir en mer de Chine méridionale. Et puis ils se mettent avec des semi-milices de pêche, avec des centaines de bateaux de pêche, pour empêcher les petits marins pêcheurs vietnamiens, philippins, de venir pêcher dans des eaux dans lesquelles ils pêchent depuis des centaines d'années. Donc, en fait, ils exercent leurs droits à leur manière. Pour ceux que ça intéresse, je vous enverrai une photo qui a été prise par un satellite au large de la ZEE des Galapagos. Donc, Galapagos, aire marine protégée. L'Équateur fait un super boulot. Et en fait, il y a une ligne ronde comme ça qui monte le bord de la ZEE. Et les bateaux aujourd'hui sont obligés d'avoir ce qu'on appelle un AIS, qui est un système qui émet en permanence leur positionnement et qui repère chaque bateau. Donc, avec un satellite, on sait exactement où est chaque bateau sur la planète. Et donc, on voit une concentration de petits points blancs en limite de ZEE, comme ça. C'est absolument terrifiant. Et en fait, on sait que ce sont à 100% des bateaux de pêche chinois. Donc, ils se mettent en bordure de ZEE d'un pays qui cherche à protéger la diversité marine, la vie en mer, et ils récupèrent toute la ressource halieutique en limite de ZEE. Et en fait, rien ne les empêche de faire ça aujourd'hui. Alors, timidement, comme je disais tout à l'heure, il y a cet accord de la convention de BBNJ là, sur la biodiversité, mais on parle uniquement des ressources biologiques. Voilà. Et l'état de négociation aujourd'hui à l'international ne permet pas d'aller beaucoup plus loin. Et c'est inquiétant. Voilà. Alors après, il y a la question des grands fonds marins. Si j'ai une minute, je vais vous en parler parce que les grands fonds marins, ils sont définis dans la Convention de Montego Bay et donc il y a une autorité internationale des fonds marins qui donne des autorisations aux États d'aller explorer. Il n'y a pas aujourd'hui d'autorisation d'exploiter, mais il y a des autorisations d'explorer. Et là, il y a aussi une course entre les pays pour aller exploiter les fameux nodules polymétalliques, les encroûtements cobaltifères et autres amas sulfurés au fond de l'océan, sur des endroits qui sont des hotspots de biodiversité. L'AIFM, l'autorité des fonds marins, n'a pas été pensée en 1994 quand elle a été créée avec un rôle de préservation de la biodiversité. Elle est payée, en fait, à terme, elle sera rémunérée sur les ressources de l'exploitation des fonds marins. Et donc, voilà, donc on a un environnement juridique international qui a été élaboré à une époque où ces questions de protection de la biodiversité étaient beaucoup moins importantes, qu'elles le sont aujourd'hui. Et l'environnement international n'est pas favorable à faire accélérer ces négociations. Mais peut-être que Denis aura un point complémentaire à dire sur le sujet. Pas forcément. Non, d'accord. Voilà. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui, une question là-bas. Oui, bonjour Claude, merci pour vos interventions. Et j'avais également une question, peut-être pour vous trois, peut-être plus particulièrement pour Denis. C'était sur le point que vous aviez évoqué par rapport au fait que la technologie ne serait pas suffisante. Par exemple, les technologies de captation de CO2 ou toutes les technologies qu'on va utiliser justement pour un peu
essayer de réparer ce qu'on a fait. Alors, on sait que ça va pas être suffisant, qu'à côté de ça, il faut bien sûr qu'on moderne nos comportements. Est-ce que vous pensez que sur le long terme, on peut tout de même construire une politique en partie sur ça? Ou alors les connaissances scientifiques du moment, et la question sera vraiment à vous trois, pour plutôt que utiliser ces technologies pourrait s'avérer quand même assez dangereux, entre guillemets. Alors, tout dépend de quelle technologie vous parlez, hein. Il y a les technologies de géoingénierie, vous savez, répandre des sulfates dans l'atmosphère de manière à refroidir, qui effectivement est une technique qui est sans doute extrêmement dangereuse, hein. Donc ça, je veux dire, on se demande comment des scientifiques peuvent effectivement discuter. Après, bon, alors le nucléaire, vous savez sans doute qu'il y a des degrés d'appréciation, hein, sur sa dangerosité. Moi, enfin, il y a pas, si vous voulez, le problème c'est que la réponse elle n'est pas simple, mais et du coup, j'allais dire que c'est sujet à manipulation, c'est-à-dire qu'il y a besoin de conjuguer effectivement de la sobriété et des technologies. Alors le problème qu'on peut voir sur les technologies, hein, notamment dans le cas de l'agroécologie, vous savez que sur l'agroécologie notamment, il y a beaucoup d'espoirs qui sont mis sur la robotique, la numérique et la génétique. Alors, si vous voulez, de ce point de vue-là, on a une expérience quand même sur les OGM, hein, sur les 25 dernières années. Ce qu'on a constaté, c'est que oui, les OGM, c'est 90% des surfaces, c'est 250 millions d'hectares. Donc, ça a eu un succès à l'échelle de la planète. C'est 4 cultures, hein, c'est soja, coton, maïs et colza, et c'est 2 caractères. C'est-à-dire que, vous voyez, la génétique, les techniques les plus avancées de génétique ont eu un effet d'uniformisation de l'agriculture. Donc ça, c'est pas bon, si vous voulez, par rapport au changement climatique. Et si vous voulez, derrière ça, ce que j'essaye, alors c'est une idée difficile, hein, je sais pas, j'ai peut-être pas le temps, c'est que ce qui va se passer, ce qui risque, le danger qui est à travers la robotique et la numérique, c'est que on continue à simplifier les paysages agricoles. Et ça, la simplification des paysages agricoles, ça sera un facteur supplémentaire de risque. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est qu'il y a sans doute une place pour la robotique, la numérique et la génétique, mais il faut faire très attention aux effets pervers qu'on ne contrôle pas. Si vous voulez, ça, c'est quelque chose que constatent les écologues, c'est que, mais ça, alors c'est très vrai dans l'histoire de la technologie, hein. Ce qu'on constate dans l'histoire de la technologie, c'est que la plupart du temps, les techniques qui sont inventées ne sont jamais utilisées de la manière dont c'était anticipé par les inventeurs. C'est-à-dire qu'en fait, les humains s'en saisissent d'une autre manière. Voilà. Donc, si vous voulez, ces technologies, il faut être extrêmement vigilant sur la manière dont elles vont être utilisées et sur finalement, parce que leurs impacts sociaux et environnementaux, eh bien, pourraient être négatifs, ils peuvent être négatifs comme positifs, mais il y a besoin de ce cadrage social et environnemental. Voilà, ce serait peut-être ça ma réponse sur l'ensemble des choses. Et à part ça, sur les scénarios énergétiques, quand même, l'expertise internationale conclut que le potentiel de développement du nucléaire, de solaire, de l'éolien, ça va pas tout, c'est pas immédiat, hein, ça demande plein de minéraux, ça demande aussi des forces de travail, ça demande des ingénieurs en l'occurrence qui sont en compétition. Vous savez peut-être qu'on manque d'ingénieurs actuellement, hein, dans le monde développé, donc c'est peut-être aussi un des goulots d'étranglement, hein, sur le développement du nucléaire, et que par rapport à ça, donc les capacités de développement nucléaire, cellulaire et éolien, elles sont pas si importantes que cela, et que peut-être il faut que la consommation d'énergie, la production d'énergie, elle va être obligée de plafonner à l'échelle de la planète. Donc vous voyez les conséquences, notamment si on considère qu'il faut un rééquilibrage de la consommation entre les pays du Nord et les pays du Sud. Voilà. Et tout ça, évidemment, est sujet à remodification. Au fur et à mesure qu'il y aura des avancées technologiques, évidemment, ça peut être révisé. Mais voilà, il faut essayer de prendre en compte, vous voyez, les réalités, mais qui sont extrêmement complexes. Évidemment, vous voyez, pour calculer effectivement les capacités de développement, c'est pas simple, hein. Je vais donner en matière énergétique, qui est bon, quand même le poste d'émission de CO2 et de méthane le plus élevé. Ce que projette notamment l'Agence internationale de l'énergie dans son scénario dit net zéro en 2050, c'est que nous aurons en 2050, selon son scénario, 25 millions de barils de pétrole produits par jour. On est à 4 fois plus aujourd'hui, on est à 100 millions. Ça veut dire qu'il faut qu'on réduise ça. Et il ne faut pas qu'on le compense. C'est-à-dire qu'il faut réduire la consommation énergétique de 75 millions de barils jour jusqu'en 2050 pour arriver à 25 millions. Et le reste, il faudra le compenser, selon le scénario qui est très détaillé, hein, vous pouvez aller voir, soit par des solutions technologiques, soit par des solutions naturelles. L'océan, la forêt, les mangroves. Alors ça. La sobriété, en tout cas le changement de l'énergie, c'est revenu, merci. Le changement de source d'énergie et d'un autre côté, les technologies et la nature pour capturer le risque. Oui, juste pour compléter, je pense qu'il y a deux cadres de référence que vous pouvez intégrer. Le premier, c'est le concept de solution fondée sur la nature. C'est vraiment intéressant parce que c'est une manière de penser en fait tout investissement. Et les solutions fondées sur la nature, c'est tout bête, hein, c'est la nature ne crée pas de déchets, elle recycle tout, elle est sobre en énergie, elle fait
elle respecte le temps, voilà, elle respecte le temps long. Donc, il y a toute une série de critères, des solutions fondées sur la nature. Et franchement, si dans nos efforts de recherche et développement et d'industrialisation, on intégrait ces concepts-là, je pense que la planète s'en sortirait mieux. Et puis, le deuxième cadre de référence que je trouve intéressant, qui était un peu évoqué, ce sont les scénarios de l'ADEME. Il y a 4 scénarios de l'ADEME avec la même que l'Agence européenne de l'énergie pour un net zéro en France à 2050. Le premier, ils appellent ça la sobriété frugale. C'est en gros, par la contrainte, obliger tout le monde à vivre de façon plus sobre. Le deuxième, ils appellent ça les collaborations territoriales. Donc, c'est essayer de travailler localement sur des manières différentes de travailler, de produire et de consommer. Le troisième, c'est les technologies vertes. Donc, c'est de parier sur le développement de technologies qui permettent peut-être moins d'intensité d'utilisation en énergie, donc découplage énergétique, mais aussi de découplage de matières premières. Et puis le dernier, c'est le pari réparateur. Donc on est sur la captation de CO2, c'est de se dire, au fond, c'est pas grave, on continue à vivre comme on vit, mais il faut trouver des manières de réparer les erreurs qu'on a commises. Moi, je suis entièrement opposé à celui-là parce qu'on sait que ce que la science nous a prouvé depuis une centaine d'années, c'est que les impacts sont irréversibles, beaucoup d'impacts sont irréversibles et qu'il ne faut pas jouer à l'apprenti sorcier. Merci beaucoup à nos intervenants et clap final, donc on peut les applaudir à nouveau.